Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être si nombreux aujourd'hui pour participer à notre série de webinaires, premier webinaire de la série Un jour, un design. Donc, aujourd'hui, je serai accompagné de Hicham Tari, d'accord? Et aussi, je serai accompagné aussi de mon ami Philippe Jonah. Merci, monsieur, de- d'assister à à m'accompagner pour cette présentation, ce premier webinaire. Donc, dans ce webinaire, on va parler d'une architecture de firewall actif-actif et que le failover, il sera assuré par le protocole BGP. D'accord? Donc, pour rentrer un petit peu le détail, mais avant de rentrer dans les détails, je préfère juste vous dire que en fait, les propos et les contenus de ce webinaire n'engagent que moi. C'est fait. Et en fait, je ne vais pas répondre à la question quel type de firewall, parce que là, on n'est pas là pour faire la publicité pour un constructeur. Mais si vous cherchez bien, vous trouvez rapidement le constructeur. D'accord? Donc, parlons de l'architecture maintenant. Donc, dans ce schéma-là, comme vous voyez tous, donc on a un réseau. Donc, le client, il a un réseau backbone MPLS d'à peu près 300 PE ou 300 routeurs. D'accord? Et derrière chaque routeur, on a des VRF. Ce n'est pas un opérateur, donc on a des VRF métiers, un VRF service. Donc là, j'ai mentionné deux VRF, VRF bleu et VRF orange. D'accord? Et pour assurer la communication inter-service ou inter-VRF, on a ce qu'on appelle un firewall. Parfois, on l'appelle firewall de fusion, parfois, on peut l'appeler un firewall périmétrique. Chacun utilise un nom spécifique, mais le rôle de ce firewall-là, c'est d'assurer la communication inter-VRF. Donc, toute communication entre, par exemple, entre la VRF bleue et la VRF orange, il passe par ce firewall-là et aussi la communication avec les services externes. D'accord? Dans ce schéma-là, j'utilise aussi le protocole. Maintenant, puisque j'ai décrit un petit peu l'architecture MPLS, je ne vais pas rentrer dans ce qui est utilisé comme protocole dans l'MPLS parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est de parler firewalling et comment on assurer le failover avec le protocole BGP. Donc, j'ai deux firewalls qui fonctionnent en mode actif-actif, d'accord, et qui communiquent avec des liens ou des sous-interfaces ou des interfaces avec les deux PE, d'accord. Donc, les deux firewalls ils fonctionnent actif-actif. Donc, vous avez compris, hein, on n'a pas utilisé un seul firewall pour l'histoire de la redisponibilité. Et la communication entre le firewall et le routeur MPLS se fait à travers le protocole BGP. Et on utilise des slash 30. Pourquoi j'ai fait cette architecture? Premièrement, le client il souhaite avoir le achat, d'accord? Donc, il nous a laissé un petit peu le choix de choisir la solution. Est-ce que ça va être actif-passif, actif-actif? Comment le firewall communique avec MPLS? Donc, on avait un petit peu de liberté pour choisir l'architecture. Le client, il cherchait aussi la résilience parce que dans le passé, il avait aussi une solution en mode cluster, mode actif-passif, mais il a constaté à chaque fois il faisait une mise à jour d'un firewall. Le firewall secondaire, soit il met du temps pour prendre le relais, soit il ne monte pas. D'accord? Donc, le client, il était frustré avec ce type de solution. Il nous a demandé de trouver une autre solution qui lui permet en fait d'assurer la redondance, que la redondance soit bien assurée et qu'en cas de mise à jour, il pourra choisir de mettre à jour un équipement d'une manière indépendante de l'autre. Parce que vous savez, hein, quand on parle d'un cluster, les versions, il faut qu'ils soient identiques. Vous connaissez l'histoire. Hein. Le client aussi, puisque chaque firewall elle est dans un data center, il ne voulait pas étendre le niveau 2 inter-DC. Et qui dit niveau 2, dit un domaine de broadcast. Donc, c'est une boîte qui est très connue dans le marché. Il ne voulait pas avoir des problèmes et des pertes de connexion pour les utilisateurs parce que chaque perte, ça lui coûte de l'argent. Donc, la résilience, le achat, la résilience, pas de broadcast
Ça fait partie de la résilience. Pas de broadcast inter-data center, que de niveau 3. Et du coup, si on parle de pas d'extension de niveau 2, il fallait qu'on trouve un firewall qui permet d'utiliser ce qu'on appelle des interfaces d'interco ou des réseaux d'interco /30 ou /31 différents, même s'ils sont en mode cluster. Donc, on a fait les recherches de notre côté, on a testé pas mal de firewalls, pas mal de constructeurs. Et la solution la seule constructeur, hein, on n'a pas testé tout, mais on a testé 3 ou 4, mais la seule solution qu'on avait, le seul constructeur qui s'est porté cette architecture-là, que je ne vais pas citer son nom, nous permettait de fonctionner en mode actif-actif, d'accord? Même si on utilise des intercos différents sur les deux équipements. Donc, dans cette architecture, on a deux firewalls, firewall qui est à gauche, firewall qui est à droite. On a un lien d'achat pour assurer ce qu'on appelle l'actif-actif, hein, et permettre au firewall de synchroniser les sessions et synchroniser les différentes tables. D'accord? Et on a une session BGP par VRF. C'est-à-dire que chaque VRF, à l'arrivée de PE central ou le PE qui est dans le data center, on a une session BGP avec le firewall. Donc, si on a 17 VRF, forcément, on aura 17 connexions BGP avec le firewall actif, les deux firewalls actifs, parce qu'on n'a pas de notion actif-passif. Et derrière, on a les différents réseaux. On a notamment, là, je les appelais réseau external 1 et réseau external 2, mais notamment, c'était des DMZ, c'était un data center, etc. D'accord? Donc, jusque-là, tout va bien. Philippe, Hicham, il n'y a pas de questions? Non, non, très bien, très bien. Donc, j'étais juste en train de voir en même temps les questions du chat. Juste pour compléter l'introduction de Driss, donc si vous avez des questions, il y a un chat disponible, donc ouvert à tout le monde. Vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, après, soit on va répondre directement sur le chat, ou alors Driss va, ou alors on peut aussi répondre en séance. Donc, vas-y, Driss. Donc, tout est bon. D'accord. Donc, quand on dit actif-actif, effectivement, ce qu'on pense, c'est que les deux firewalls ils fonctionnent en même temps. C'est l'idéal, d'accord? C'est-à-dire que le trafic en provenance, par exemple, de la VRF bleue qui est en bas, soit partagé entre les deux firewalls en mode actif-actif pour rejoindre soit les sites externes, soit pour rejoindre l'autre VRF. Ça, c'est l'idéal, d'accord? Mais pendant notre lab, on a constaté que cette solution-là, effectivement, ça amène cette possibilité d'utiliser d'une manière performante les deux firewalls, mais on a eu des problèmes à suivre le trafic. D'accord? Quand on a un blocage, on a eu du mal en fait à savoir sur quel équipement le trafic il passe. Est-ce que sur le firewall qui est à gauche ou sur le firewall à droite? Est-ce que s'il passe sur le firewall à droite, est-ce que il fallait en fait accéder aux deux firewalls pour pouvoir récupérer cette information-là. Donc, ce qu'on a fait et ce qu'on a décidé, d'accord, ça c'est une raison, je vous parle de l'autre raison, on a décidé en fait de garder les firewalls qui sont en mode actif-actif et utiliser le protocole BGP, d'accord, à travers ce qu'on appelle l'AS Prepend, d'accord, d'influencer le trafic, par exemple, d'utiliser un seul firewall, c'est-à-dire le firewall qui est à gauche, d'accord. Comment j'ai fait ça? J'ai annoncé en fait des AS Prepend par les différents chemins du firewall que je souhaitais qu'il soit AS Prepend. En fait, sur l'ensemble des liens, même sur les liens en fait qui descendent vers le backbone, de telle manière à ce que les routes que je vois par ce firewall-là qui est à droite sont utilisées comme mode backup. Elles ne sont pas préférables. D'accord? Donc, on a pu faire ça. Ça nous permet en fait d'avoir une solution actif-actif
en fait, le trafic à chaque fois. Donc, on a le trafic en fait qui arrive maintenant sur un seul équipement, qui est celui de l'équipement de gauche. En revanche, les sessions, une fois le trafic arrive vers le firewall synchronise la session à travers la liaison achat avec le firewall de droite, secondaire avec l'autre control plane, en control plane, parce que secondaire via le BGP, d'accord? Pas secondaire à travers le mécanisme de cluster de firewalling, mais c'est à travers le BGP. Et du coup, maintenant, on sait que le trafic, il passe par un seul firewall. Donc, en termes d'exploitation, c'était plus simple. Quand on a un problème de filtrage ou il y a un blocage, on check un seul firewall. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Le deuxième, et c'est très important, pourquoi on a choisi le design de mode actif-passif, c'est que je prends mon lien achat, je le coupe, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune coupure. Il n'y a pas l'histoire de split brain. D'accord? Vous connaissez tout ça. Si on était en cluster actif-passif avec le niveau de etc., tu coupes le lien achat, tu as tous les problèmes du monde. Bon courage. Donc, dans cette architecture-là, on coupe le lien achat, il n'y a rien qui se passe, aucune coupure. Pourquoi? Parce que le trafic, parce que le protocole BGP, il garde, il force le trafic d'utiliser un seul firewall. Voilà. Maintenant, effectivement, si on a un cas de double... s'il y a des questions, Hicham, s'il te plaît, ou toi, Philippe, si vous pouvez me les poser au fur et à mesure, comme ça, j'essaye de répondre. Et aussi, hein, Philippe ou Hicham, si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Non, non, enfin, donc le contexte, il est clair. Donc là, il s'agit donc d'un point de vue firewall, donc d'un point de vue control plane, on est en actif-actif. Mais d'un point de vue data plane, cette fois-ci, on est en actif-passif, puisque c'est le BGP qui va toujours orienter le trafic vers un seul membre du firewall. Parmi les questions, peut-être que... Allô, on ne t'entend plus, Hicham. Hicham, on ne t'entend plus. dans cette architecture. Hicham, je n'ai pas entendu. Ça a coupé pendant un moment. Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je te disais par rapport au choix du BGP, est-ce que tu peux en dire un mot là-dessus? Parce que, voilà, enfin, c'est vrai qu'avec le prépend, ça permet de privilégier un chemin sur un autre. Mais est-ce que tu as testé d'autres protocoles comme l'OSPF ou autres avant d'arriver à cette conclusion qui est d'implémenter le BGP? Oui, effectivement, c'est une très bonne question. Et effectivement, la plupart des clients, surtout dans le domaine d'entreprise, ils maîtrisent au moins le protocole BGP. D'accord? Et moi, toujours dans mes architectures, j'essaye en fait d'apporter plus de simplicité. D'accord? Donc, le protocole BGP n'était pas mon choix, surtout pour la partie firewall et la partie au-dessus. D'accord? Parce que la partie firewall avec l'MPLS ou la partie MPLS, j'étais obligé d'utiliser le BGP, je n'avais pas le choix. Maintenant, c'est entre le MPLS et le firewall, et aussi entre le firewall et les services externes, j'ai essayé de tester d'autres protocoles, pour être honnête avec vous. Hein. Donc, j'ai essayé un protocole OSPF parce que le client avait une maîtrise parfaite euh, du, du protocole OSPF. Mais le problème, c'est que je vais expliquer le problème et je n'ai pas trouvé une solution. Donc, supposons, je vais prendre un autre schéma, c'est le même. Supposons que j'ai, pour une raison X et Y, j'ai perdu ce lien-là. D'accord? Là, on parle qu'on a, en fait, à la place de BGP, on parle que, par exemple, on a le protocole OSPF. C'est la même architecture, des interfaces point à point, OSPF. Tous les équipements sont dans les R0 ou autre R, peu importe. Supposons qu'on a perdu ce lien-là. Ce que j'ai trouvé comme problème, c'est que ce subnet-là, il était annoncé
par ce chemin. Il descend bien vers mon backbone MPLS. D'accord? Mais j'ai constaté aussi qu'il descend par là, par ce chemin-là. Comment il fait? En fait, il remonte vers l'autre réseau externe. D'accord? Et il redescend vers mon firewall. D'accord? Et mon firewall, qu'est-ce qu'il fait? Il annonce vers l'MPLS. Donc, du coup, j'avais toujours l'utilisation de ce chemin. D'accord? J'utilisais toujours ce chemin pour rejoindre ce réseau, même ce lien-là a été coupé. En arrivant sur le firewall, mais en fait, ça, c'est le control plane. Hein. Mais le data plane ne fonctionnait pas. Et je n'ai pas compris. Avant que, parce que la panne, je l'ai détectée par hasard. C'était pas une panne, c'était pas, en fait, je ne l'ai pas coupé le lien, mais c'était juste une panne pendant mes tests. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. En regardant un petit peu en détail, j'ai vu que le trafic arrive vers le firewall et le trafic, il part vers un équipement ici, c'est un switch hein, ou un équipement au niveau 3 ou un routeur, d'accord? Et il descend. Et puisque le firewall le voit deux fois, il le bloque. Il le bloquait à cet endroit-là. Et j'ai essayé, je vous assure, j'ai essayé avec plusieurs scénarios, mais je n'ai pas réussi à, cette problématique-là. J'ai essayé avec le NSSA, avec l'IS-Stub, etc., mais je n'ai pas réussi en fait à arrêter l'annonce des routes et faire cette boucle niveau 3. S'il y avait que des routeurs, ça fonctionne parfaitement. Mais si on parle du firewall, le trafic, il sort du firewall et il revient vers le firewall. Et là, en fait, j'avais ce problème-là. Avec le protocole BGP, je vais essayer de nettoyer un petit peu pour qu'on voit bien. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le BGP, c'est que quand on a cette coupure-là, d'accord, effectivement, la route, il est annoncé vers l'autre firewall. Il descend en bas, donc là, il n'y a aucun problème. Par contre, quand cette route-là, elle descend, elle est taguée avec l'AS 65003, cet AS-là. Il arrive vers le firewall, il est annoncé vers réseau external 1, il est tagué avec l'AS 65003 et 65002. Et quand il redescend vers l'autre firewall, il voit son propre AS, c'est le 65002, il bloque la route. Donc la route, il ne s'installe jamais en fait au niveau du firewall qui est à gauche. Et du coup, tout le trafic, il utilise un seul firewall qui est celui de droite. Oui, donc on utilise les protections BGP natives Tout à fait. qui permettent de bloquer l'annonce, qui permettent de bloquer une annonce si jamais dans cette annonce il y a l'espace Tout à fait. d'origine. OK. Et ça, en fait, ça, j'ai pas fini. Hein. Donc là, c'est en termes de control plane, j'ai assuré de faire ça. Par contre, qu'est-ce que fallait que je fasse d'autre? Vous savez, hein, quand on monte un cluster actif, il y a l'histoire de owner de la session. D'accord? Celui qui a la session, qui a vu la session la première fois. Et c'est lui qui va le gérer jusqu'au bout. D'accord? Donc, même en faisant ça, le trafic arrivait, j'avais toujours le problème, le trafic arrivait vers le firewall actif ici, et puisque ce n'est pas lui le owner, parce qu'au départ c'était celui de gauche, le trafic il était envoyé par le lien achat vers celui de gauche. Et j'avais toujours une coupure. Donc, je ne comprenais pas, moi je ne maîtrise pas le firewall à 100%, donc j'ai dû chercher, je dis ouais, c'est pas normal, pourquoi le trafic? Parce que moi je suis le routage, j'ai dit en termes de routage, le trafic il devait aller directement vers la destination, puisque j'ai la route, etc. Mais j'ai compris avec ce principe de owner. Et ce que j'ai fait, à chaque fois je vois une coupure d'un lien sur le firewall, primaire en BGP, je le précise, il faut faire une coupure, il faut basculer le rôle, d'accord, de firewall actif pour que celui-là, il ne devient plus le owner, mais qu'il passe le rôle du owner au firewall qui est à droite, d'accord, pour l'ensemble des sessions. Et du coup, tout le trafic, maintenant, il arrive à ce firewall-là, il sort. Et pour le trafic, par exemple, qui va vers external 1 depuis la VRF Orange,
même s'il arrive vers le firewall actif qui est à gauche, il passe par le HA, il sort. D'accord? Parce que le owner, maintenant, c'est le firewall qui est à droite. Mais ce cas de panne, ça n'arrive pas souvent chez ce client-là, effectivement, et les liens étaient des liens fibre noire. Donc, on n'avait pas ce problème-là. On n'avait pas un problème, en fait, de basculer. Ce problème-là, comment dirais-je? Ce problème-là, je ne pense pas qu'il va arriver souvent. Je pense une fois par an, voire même pas. Donc, on a supporté ce mode de fonctionnement. Mais c'est une très bonne question et voilà pourquoi j'ai choisi le protocole BGP. Tu avais d'autres questions, Hicham? En termes de convergence, donc, quand tu as simulé des 4 pannes, c'est quoi les temps de convergence que tu as constatés? Et quel type de coupure tu as fait? Enfin, si tu peux nous en dire un petit mot là-dessus. D'accord. Donc, je vais essayer de descendre à notre architecture propre. D'accord. Effectivement, les prérequis de client, le client, il avait en fait une application qui était très critique parce qu'elle était mal développée. À chaque fois, il avait une coupure de TCP de plus de 8 secondes, ce qu'on avait constaté pendant les différentes migrations avec le cluster actif-passif, l'ancien cluster. L'application, il ne marche plus. Il fallait qu'on redémarre les serveurs. Je ne dis pas que c'est un problème de firewall, mais c'est un problème de développement d'application qui n'arrivait pas en fait à réinitialiser les sessions TCP. D'accord. Donc, on cherchait en fait à être agressif en temps de convergence. Et avec ce schéma-là, on est arrivé à 3 millisecondes quand on a une coupure, réseau. D'accord. Que ce soit pour ce lien-là, 3 ce lien. secondes. Oui, 3 3 secondes. secondes. 3 OK. secondes, oui. Excusez-moi. 3 secondes. D'accord. Et pour réussir, là, on parle d'un backbone de 300 routeurs, d'accord? On s'est positionné dans le dernier routeur, d'accord? Effectivement, il y a le temps de BGP pour qu'il soit propagé. Il y a la panne qui doit être propagée, après les annonces qui doivent aussi être propagées. Donc, tout ça, ça a pris à peu près 3 secondes, qui était raisonnable, à mon sens, et le client, il a validé sans aucun problème. Mais pour réussir à faire ça, bah, j'ai tweaké, ou j'ai modifié un petit peu les paramètres de BGP, notamment le paramètre qui s'appelle MRAI, c'est minimum route advertisement intervalle. Je mettais ce champ-là à zéro au niveau des équipements qui le supportent. Je parle de Cisco. Par contre, au niveau de firewall, la valeur basse que je pouvais choisir, c'était 1. D'accord? C'est-à-dire Une seconde. une seconde. D'accord? Donc ça, en fait, il avait un impact sur mon temps de convergence. Le minimum route advertisement interval, elle est là, en fait, pour dire, quand je vois qu'il y a une route ou il y a une convergence ou une route qui arrive, un update, quand il y a 1, donc j'attends 1 pour envoyer. Et quand il est 0, je prends l'information et je l'envoie. Pourquoi 1? Je dis, bah, peut-être qu'il y a d'autres informations qui vont arriver en même temps. Donc j'attends pour augmenter la scalabilité et ne pas consommer les ressources du routeur ou du firewall. Donc, j'attends une seconde avant d'envoyer l'information, en espérant de récupérer pas mal d'updates dans ce temps-là. D'accord? Et ça aussi, il avait une influence sur le montant de convergence. Ce temps-là, il est en eBGP normalement par défaut. Hein, je parle de Cisco, parce qu'on a utilisé, c'est l'infra Cisco, c'est de 30 secondes. D'accord? Donc, je l'ai modifié à 0. Et en IBGP, par défaut, il est à 0. D'accord? Donc, normalement, je n'avais pas modifié tout ce qui est à l'intérieur de mon backbone parce que là, on parle de IBGP, des sessions IBGP avec les RR qui sont à l'intérieur. Donc, ça, je n'avais pas modifié. Par contre, j'ai modifié tout ce qui concerne les sessions IBGP, que ce soit ici ou vers les différents services qui sont en externe.
Donc voilà, donc en termes de convergence, effectivement, on est arrivé à 3 secondes, mais ça restait raisonnable pour les clients. Et nous, on n'a pas cherché en fait à être trop agressif parce que parfois, il suffit juste d'avoir un flap-in et on ne voulait pas en fait que la solution devienne moins stable. D'accord? On a essayé d'avoir un minimum une stabilité quand même. D'accord? Euh, et aussi d'essayer de converger en dessous de 5, 8 secondes, en fait, c'est le temps d'application qui, au-delà de ce temps-là, en fait, il crash. Et pour la récupérer, il fallait faire un travail énorme. Il fallait redémarrer les serveurs et c'est une application qui est trop critique chez le client. Voilà. Donc ça, c'est pour répondre à Ok. ta question. J'espère que c'est… Non, non, c'est très clair. Alors, il y a d'autres questions dans le chat. Donc, première question, est-ce qu'il s'agit d'un cluster géographique? Donc, c'est 2 sites distants, c'est ça? Tout à fait. C'est deux sites distants et sont lointains. On peut parler d'un cluster géographique. Après, je maîtrise pas en fait combien en termes de latence, combien de combi- les clusters ils se portent jusqu'à combien en fait pour construire la. Alors, je le dis autrement. Pour construire un cluster, parfois en fait on a un problème de latence. Il y a des prérequis de latence. Aujourd'hui, les deux clusters n'étaient pas loin. On a à peu près 2 millisecondes de De latence latence. entre les deux. Et après, je ne sais pas si ce modèle-là, il fonctionne si on a, je ne sais pas, 15 ou 20 millisecondes. Je n'ai pas vérifié au niveau des prérequis de cluster, c'est quoi la latence nécessaire OK. qu'on ne doit pas dépasser. Ensuite, on a une autre question. Donc, on n'a pas de lag, M-lag entre les firewalls et le backbone. C'est bien ça? Oui. Non, c'est que des interfaces point à point, OK. effectivement, et on utilise le Et, protocole BGP pour faire OK. communiquer. Et là, et dans l'autre cas, il n'y a pas de l'ECMP puisque tu ne fais pas de l'ECMP sur les firewalls. Non, il n'y a pas. Il y a pas de CMP. Au Sur les départ, réseaux, comme j'ai les expliqué ré- au départ, Mhm. en fait, j'avais l'actif-actif et ici, j'activais le SMP, d'accord? Et du coup, le trafic, il est partagé d'une manière équitable sur les deux. Mais pour raison d'exploitation, d'accord, on a essayé de rendre la solution actif-passif avec le protocole BGP de telle manière à ce que l'exploitation soit simple et on sait s'il y a un problème de filtrage, sur quel firewall il faut vérifier directement, sans passer par les deux firewalls. Mhm. D'accord? Mais effectivement, ça peut fonctionner en mode actif-actif avec le SMP, et ce que j'avais testé au départ, et ça marche très bien. OK, très bien. Tout à l'heure, quand on a parlé de la convergence, il y en a un qui a posé la question, est-ce que BFD est implémenté? Donc, j'imagine que non, puisque c'est que des liens point à point, c'est ça? Tout à fait. On n'a Donc, pas. il y a pas d'équipement intermédiaire. Ouais, j'ai pensé au BFD, mais quand on regarde mon architecture, en fait, j'ai que des liens directs, heureusement, hein. Après, Mhm. effectivement, si j'avais des équipements intermédiaires, par exemple ici, Des switches, par exemple. des Ouais. switches, par exemple, ou ici, le BFD, je pense il aura un avantage pour réduire le temps de détection de panne. Et puis même, est-ce que le BFD est déjà supporté sur cette gamme de firewall? Ben Et non, même, oui, et j'ai même si c'est trouvé. Ouais. supporté, est-ce que c'est traité au niveau hardware? Ça, tu Oui, vois, enfin, c'est. oui, tout à fait. Sur cette gamme de firewall, elle est supportée et elle est traitée en hardware. OK. Effectivement, c'est une bonne question. À chaque fois on souhaite activer le BFD, il faut vérifier s'il est supporté déjà, ce serait bien. Et aussi, est-ce qu'il est traité au niveau d'hardware? Parce que s'il est traité au Ouais, niveau de software et on essaye d'être agressif, on peut impacter le processeur de l'équipement et écrouler toute l'infra. Donc, mhm. voilà. C'est vrai que pour le BFD, enfin, ce sujet-là ou autre, il y a 2 écoles. Il y en a ceux qui mettent le BFD sur les liens point à point et ceux qui disent qu'il ne sert à rien puisque voilà, on va s'appuyer sur le carrier delay et d'autres paramètres qui permettent de faire tomber le lien et faire converger les protocoles. Tu es Moi de quelle perso, école? moi, perso, de la deuxième école. Parce que je me D'accord. dis, moi, je mets de protocole, mieux je me sens. Je me dis, qu'est-ce qui va apporter un BFD sur un lien point à point, à part le SFP qui tombe et qui ne déclare pas le lien
down. Mais bon, ce cas-là, C'est pour moi, rare. il est très, très, très rare. Et donc, je préfère, généralement, quand j'ai des liens physiques, point à point, il n'y a pas de choses au milieu, je ne mets pas de BFD. Enfin, ça, c'est. Et Après, Philippe, c'est juste. tu es dans quelle école? On t'entend pas, Philippe. Je sais pas, mais c'est. Ah, on ne t'entend pas. Ah, oui, vas-y, Philippe. Non, 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 on t'entend pas. Ouais, je pense qu'il y a un problème avec ton micro. Et toi, Driss, de quelle école en attendant que Philippe Moi aussi, je n'utilise pas le BFD pour les liens directs point à point. Effectivement, moi hmm, aussi, j'utilise. Je me base sur le carrière délai. D'accord? Je vérifie s'il est bien à zéro, parce que parfois, il y en a c'est des ça. équipements qui n'est pas à zéro, et je me base sur ça pour la détection de panne. Mais quand il y a effectivement un équipement intermédiaire, je ne me pose pas la question, j'utilise le protocole BFD, mais je ne touche pas en fait au timer des protocoles, le LE ou des dates d'intervalle, etc. Donc j'essaye en fait d'éviter d'aller toucher ces. Absolument. Alors, il y a une autre question. Hormis le MRAI, est-ce qu'il y a d'autres optimisations que tu as mis en place pour optimiser la convergence? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu t'es appuyé que sur le MRAI ou est-ce que tu as implémenté d'autres fonctionnalités comme le Next Stop Tracking, comme enfin d'autres. Après, on a parlé de BFD aussi, mais bon, là, c'est Ouais. pas utilisé. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, c'est une très bonne question. J'ai implémenté que le MRI. J'utilisais pas le BFD, on a expliqué pourquoi. Et j'ai essayé d'être trop simple. Si c'était un opérateur, j'aurais pu aller plus loin. D'accord? Mais on cherchait pas, en fait, on cherchait pas d'avoir la convergence de 0 millisecondes non plus. D'accord? Donc, on essaye d'être simple, avec une architecture simple, d'accord, de faire ça. J'aurais pu faire ce qu'on appelle add path pour avoir un chemin secondaire qui est déjà installé dans le control plane, d'accord? Même dans le data plane. Euh, mais en fait, j'essaie d'éviter de complexifier l'architecture pour le client. Encore une fois, c'est une client entreprise, d'accord? Et là, des ingénieurs ils ont un bon niveau, mais là, si je voulais pas en fait aller plus loin et rajouter des technologies qui sont technologies en fait dédiées pour l'opérateur, parce que effectivement, qui dit d'autres technologies dit c'est une complexité Complexité qui se rajoute, ouais. qui se rajoute, et je voulais en Mm. fait rester vraiment simple. Philippe, on n'arrive pas à te récupérer, je ne sais pas pourquoi. Euh, Peut-être enlève carrément le casque et utilise. Le micro de l'ordinateur. Mais c'est une très bonne Euh, question. Après, mais ça, je pense que tu as déjà répondu. Est-ce qu'il y avait des applications sensibles à la latence? Et c'est quoi? Et après, est-ce que le fait d'avoir un seul chemin, on va dire, actif d'un point de vue data plane, est-ce que c'était pas gênant en termes de bande passante? Parce qu'au final, on a des liens qui sont là, mais qui ne sont pas utilisés du fait du BGP. Et donc, par rapport à ce client-là, est-ce que c'était pas gênant de ne pas pouvoir utiliser cette bande passante disponible? Tout à fait. Au départ, avant qu'on rentre en fait dans ce design qui est sur mesure, qu'on ne le voit pas souvent chez la plupart des clients, c'était un design avec un cluster actif-passif et on a sizé les liens pour qu'ils fonctionnent en mode actif-passif. Le client aujourd'hui, il avait besoin que de 10 gigas, donc assuré par un seul lien, c'était parfait, d'accord? Mais le firewall, il supporte aussi des ports 40 gigas. Mais aujourd'hui, en fait, 10 gigas, c'était vraiment suffisant. Et on avait sizé ça avant, en fait, on l'a sizé en partant du postulat que les firewalls ils vont fonctionner en mode actif passif d'une manière traditionnelle, le cluster traditionnel, d'accord? Mais maintenant, avec 10 gigas, c'était vraiment suffisant et le client, il a le choix. Il a toujours le choix aujourd'hui, d'accord, de basculer vers active-active si vous voulez en fait utiliser les performances, utiliser en fait les performances de deux firewalls, d'accord. Mais il y a toujours ce qu'on appelle des trade-offs, hein. Il y a toujours des compromis. Sinon, il y aura une complexité qui va se rajouter au niveau d'exploitation. C'est-à-dire, si j'utilise les deux firewalls mode actif-actif en control plane et data plane, bah, s'il y a un problème, il y a un filtrage à faire, ou je dois vérifier un filtrage, bah, il faut que je regarde les deux firewalls. Je check le firewall 1, le firewall 2 pour savoir par où il passe le trafic. Donc ça, c'est le client, il a privilégié en fait l'exploitation simple, que d'utiliser les deux liens en mode actif-actif. Mais c'est une très bonne question et le client, il a toujours le choix
avec juste une simple configuration, en supprimant le protocole BGP à ce niveau, les AS prépand que j'avais configurés, vous vous rappelez, hein, j'ai parlé de ça. Il faut juste que, bah, pas vers le lien H1, hein, mais plutôt vers les autres liens qui descendent en bas, avec une simple de configuration, d'accord? Il peut revenir au mode actif-actif. Parce que, ouais, c'est un très bon, ça me fait rappeler, parce que, en fait, si vous voulez, j'ai laissé le protocole SCMP configuré sur la configuration BGP et SCMP, je l'ai laissé configuré sur les PE. De telle manière, si le client choisit de revenir vers la solution initiale et fonctionner en mode actif-actif, on aura le protocole SMP, on aura de route dans le data plane. D'accord? Donc, si vous voulez, donc l'ensemble des configurations BGP, on a le SMP activé, même s'il ne sert à rien pour le moment. Et on n'accepte que de route. Je voulais pas, en fait, je voulais pas, il y a que, normalement, dans ce type d'architecture, on n'a que de routes, normalement, qui vient du firewall. Donc, il n'y avait pas besoin d'être plus, mettre plus. Donc, ESMP avec 2, maximum de routes, c'était suffisant. OK. Il y avait une question qui disait d'écrire la solution sur une nouvelle page. Bon. Avec plaisir. Hein. Donc, la solution, c'est quoi? Donc, quelle solution envisageable au cas où le client demande le partage de charge sur les deux firewalls? La solution, c'est quoi? Par défaut, la solution, les firewalls ils fonctionnent en mode actif-actif pour le control plane et data plane. Ce que j'avais expliqué au départ, c'est que j'ai appliqué ce qu'on appelle un attribut BGP pour les gens qui ne maîtrisent pas BGP, un attribut BGP, d'accord, qui fait, on va dire comment, qui donne pas la préférence ou qui va salir la route, d'accord, pour qu'il ne soit préférable par les équipements qui sont dans le backbone, d'accord. Donc j'applique une règle ici pour dire en fait à toutes les annonces, à toutes les routes que j'annonce à partir de ce firewall là, elles sont pas préférables, d'accord. Donc effectivement ce PE là, il reçoit deux routes, une route par le firewall 1, donc je vais mettre 1 ici et 2 ici, et une route par le firewall 2. D'accord? Les deux routes, normalement, par défaut, si je n'appliquais pas ce qu'on appelle la S-prepend, c'est juste un attribut BGP, en fait, pour rendre la route moins attractive, hein, pour être plus clair. D'accord? Si j'appliquais pas cette option-là, dans chaque routeur ou chaque équipement dans le backbone MPLS, ou même dans le réseau externe, on aura deux routes installées au niveau du control plane. BGP par défaut, même s'il a deux routes qui sont équitables, il va choisir une seule route. D'accord? Il va regarder d'autres attributs pour choisir une seule route. Normalement, et finalement, il va choisir la route qui était installée en premier. Si tous les autres champs ils sont équitables. D'accord? Donc, pour pouvoir inciter le BGP d'installer les deux routes dans le data plane, il faut configurer ce qu'on appelle le SMP. D'accord? Pour dire au protocole BGP, si tu vois deux routes équitables, d'accord? Vas-y, installe les deux dans le data plane. Une fois ces routes-là sont installées, tu as ce qu'on appelle le partage de charge équitable. D'accord? Mais une fois tu appliques la S-prepend, même si tu as le SMP ici, tu vas continuer à recevoir deux routes, firewall 1, firewall 2. D'accord? Par contre, la route de firewall 2, elle est moins attractive. Donc, le firewall, il privilégie le firewall 1. Et tout le trafic, il va passer vers un seul firewall. J'espère que j'étais clair pour ça. Je vais essayer de nettoyer et vous me dites sinon j'ai un autre schéma plus clair. Au lieu de SMP. Hicham, tu peux s'il te plaît revoir les autres questions en attendant Ouais. Philippe parce qu'il est toujours son micro il est Alors, coupé. il y a une question. Ouais, il y a une question. Donc, au lieu de CMP, est-ce que c'est faisable de faire du load balancing par subnet ou groupe de subnet en manipulant les paths
attribut de BGP, c'est-à-dire que le subnet A, pour le subnet A, le trafic passe au firewall A, et pour le subnet B, le trafic passe au firewall B. Je pense que c'est bien meilleur que d'avoir un actif passif. D'accord. Donc, au fait, tu fais un partage de charge par subnet, mais là, tu rajoutes quand même une complexité dans le BGP, puisque certains subnets, tu dois les pénaliser pour avoir ce partage de charge. Donc, Exactement. ça, c'est. C'est une très bonne question et c'était faisable. Hein, et on avait proposé ça aux clients pour. Voilà, on est souvent frustré quand on voit deux firewalls, un qui fait tout et l'autre, en fait, elle est à 0,1 sur le CPU. Bon, ouais, je suis d'accord. Mais si on implémente cette solution-là, ça rajoute un petit peu de la complexité au niveau du firewall, au niveau du BGP. Cette complexité, elle est au niveau du firewall. Le client, il voulait privilégier encore une fois l'exploitation facile que de faire activer le deuxième firewall en plein régime. Vous Ouais, m'entendez là? exactement. Ah, Philippe, on t'entend bien là. Ah, Ouais. je suis revenu. Mais j'ai tout rebooté, j'ai la routine, quoi. Désolé. Ça faisait partie de mes questions, Driss. Effectivement, tu as parlé énormément BGP et effectivement, on a parlé BFD. Alors, moi, je suis de la même école que vous. Hein. Si j'ai pas besoin d'un protocole, je le mets pas. Et là, donc, ce que tu mets énormément de routage sur des firewalls. Et est-ce que les équipes qui gèrent les firewalls, tu as dû les former ou est-ce qu'elles étaient contentes de rentrer un peu dans le monde du routage? Est-ce que ça se passe bien? Honnêtement, quand j'ai commencé à parler du firewall, je vais utiliser au BGP parce qu'au départ, effectivement, on a toujours cette histoire on fonctionne en mode silo. Hein. On a l'équipe réseau qui va faire que du réseau, il va toucher au switch, au routeur, etc. Et on a l'équipe firewall qui va toucher au firewalling. Et quand j'ai présenté cette architecture-là, c'était clairement hein, celui qui va configurer le firewall, c'était pas un gars de sécurité, pure sécurité, pas chez le client. Donc on a trouvé un compromis. Celui qui va configurer le firewall, c'est moi. Mais j'ai bien expliqué comment ça fonctionne. La configuration au niveau du firewall, c'est vraiment simple, hein, ce que je trouve en fait, parce que là, on a un mode graphique, c'est simple la configuration. Par rapport à ce qu'on fait dans les différents équipements, on tape les commandes, on tape les adresses IP. En fait, là, je choisis les sessions, c'est par nom. Je choisis les voisins, c'était par nom, etc. C'était plus fluide pour moi. Après, j'expliquais à l'équipe sécurité qu'est-ce qu'il fait, comment tu configures les BGP, etc. Ça demandait un petit peu d'effort pour que ça soit accepté déjà que le firewall porte ce rôle de routage qui est vraiment pas forcément son rôle, hein, même si les firewalls aujourd'hui sont assez intelligents et ils sont capables de porter ce rôle-là. Mais puisqu'on ne le voit pas souvent, c'était pas quelque chose de fluide à accepter chez le client. Parce qu'il a vu en fait son équipement traditionnel, la VSS, perd son rôle pour le firewall. D'accord? Tout ce qui a été implémenté au niveau de la VSS, Cisco, maintenant, il est porté par le firewall. Et c'est le firewall qui devient l'équipement principal qui gère le routage, qui gère la sécurité. D'accord? Et il gère pas mal de choses. Mais effectivement, celui qui doit configurer le firewall, c'est un ingé sécu, un ingé réseau plutôt qu'un ingé sécu, surtout pour la partie BGP, le partie routage. Et ça gêne pas les équipes sécu, alors dans ce cas, que l'ingénieur réseau, il ait les comptes pour pouvoir se connecter sur le firewall. C'est vrai, parfois, oui. Mais ils n'avaient pas le choix, hein. En tout cas. Soit ils font ça eux-mêmes, soit ils nous donnent l'accès pour qu'on puisse le faire. Ça, c'est un bon argument. Mais je vois de Après, plus en ça plus reste. cette mentalité change. J'ai commencé à voir que ça change maintenant, que l'équipe réseau avec l'équipe sécu, ils se parlent plus. Il échange plus sur les thématiques, les problématiques de ce type-là. Avant, effectivement, si je reviens à 5 ans avant, ce n'était pas possible. L'équipe sécu, c'est login mot de passe, ils ne donnent personne l'accès. Si tu as un problème, tu les appelles pour dire voilà. Ça commence à changer. Je pense que ça, avec l'automatisation, avec tout ce qui est DevOps, j'espère qu'on arrive à un moment donné qu'un ingé sécu, il pourra voir toute la partie réseau, et l'ingé réseau, il pourra toucher à la partie sécurité et vice-versa sans aucune limite. Ça fait monter les deux parties en compétence, les deux parties. Ouais, tout à fait. Après, c'est une configuration BGP assez simple aussi. Au final, Puisque oui. tu mets un neighbor et puis d'un côté, tu vas mettre l'AS prepending. Donc, ce que je veux dire par là, il y a
pas, il n'y a pas des choses, on va dire, très avancées en BGP qui sont implémentées sur ce firewall. Mais bon, je suis d'accord, il faut que les gens de la Sécu acceptent quand même de faire un peu de routage sur les firewalls. Et je faisais. Euh, Ouais, vas-y, vas-y. alors, question. Euh, C'était justement une des questions que je voulais poser. Que se passe-t-il si on perd le lien achat au milieu? Et comment est-ce que tu as, parce que je vois là un seul lien, est-ce que ce lien, tu l'as sécurisé par d'autres choses? Ou alors, voilà, tu peux nous en dire un peu plus? Je le laisse comme exercice pour les participants. Bon, je vois qu'on a à peu près 17. Qu'est-ce qui va se passer? On va attendre à peu près une minute pour pouvoir récupérer l'ensemble des réponses. J'ai déjà répondu, mais on va le poser parce qu'il y avait des personnes qui se sont connectées juste après. Qu'est-ce qui se passe en fait si je coupe l'achat? On va attendre une minute pour avoir la réponse. On va voir si les gens suivent dans ce scénario. Donc la question, voilà, que se passe-t-il si tu peux mettre une croix Driss sur le lien, comme ça on sait où se trouve. Je peux faire mieux. Je peux faire Donc, ça. vas-y, efface-le. Alors, que se passe-t-il donc quand on est dans une situation de... Et c'est quoi celui qui répond bien, il gagne quoi? Il gagne... On n'a pas des choses à gagner pour le moment parce qu'on n'est pas sponsorisé. On aurait pu dire le nom peut-être de constructeur des firewalling. On aurait pu gagner quelque chose avec, avec les constructeurs. Mais bon, pour le moment, il n'y a rien. Mais c'est un challenge. On va voir ce qu'ils vont répondre les gens. Mais en tout cas, j'ai déjà répondu au départ. Ouais. Ça, c'est sûr. Ok, donc on attend donc que les gens répondent à la question. Euh, donc là, c'est une architecture qui est déployée. C'est quoi le premier bilan côté exploitation? Ça va, les gens ils sont à l'aise parce que j'imagine que c'est une architecture que tu as mis en place il y a pas mal de temps. Ouais. Est-ce que l'exploitant voilà, c'est quoi le retour d'expérience par rapport à cette architecture? Pour le moment ça tourne bien. D'accord? Il n'y a aucun problème. D'accord? Et on n'a pas eu de cas de panne. On a eu des cas de panne pendant la recette et des tests et on a validé que ça fonctionne. Mais pendant le projet, c'est-à-dire en prod, on n'a pas eu de problème, heureusement. Ça tourne bien. Toujours celui qui regarde, il n'y a pas, y a pas de, y a pas de, on n'était pas amené à toucher à la configuration depuis temps parce qu'on n'a pas de VRF supplémentaire à rajouter, on n'a pas de connexion BGP supplémentaire à rajouter. D'accord? Euh, donc, c'est quelque chose qui est stable. D'accord? Pendant la mise à jour, aucun problème. On a utilisé on a updaté le firewall. Une fois, on a updaté le firewall qui est. Non, c'est pas ça ce que je dois utiliser. C'est pas la gomme. On a updaté le firewall qui est à gauche, puisqu'il n'y a rien qui passe dedans. D'accord? On a vérifié que tout fonctionne. On a aussi appliqué l'AS Prepend avec un AS de plus. D'accord? Afin que le trafic bascule. Et on a aussi modifié le principe de failover pour que celui-là devienne le owner. On a upgradé le deuxième. On n'a même pas constaté, quand on a changé le owner, on n'a même pas constaté de coupure. Donc vraiment, la mise à jour, elle était transparente. Ça, c'était quelque chose apprécié par le client. Justement, ça, c'était une autre question, mais je pense qu'on va le refaire sur une nouvelle feuille. Juste, D'accord. juste pour que tu décrives un petit peu l'intérêt de la solution, surtout. Enfin, c'est comment demain, si je dois faire une maintenance sur un firewall, quelles sont les étapes. Mais avant de faire ce use case, donc on a déjà on a trois réponses par rapport à la question. Donc, il y en a un qui parle d'asymétrie. Eh ben, Euh, détrompe-toi. Je sais qui c'est, mais quand on et donc, il y a c'était un pari en fait avec l'ingénieur sécu en fait pendant le projet, on rigolait pendant en plein de projets, en plein de prod. Je disais au client qu'est-ce qui se passe en fait si je coupe l'achat et j'étais devant j'étais devant le firewall. Ben, il m'a dit on aura un problème de split brain etc. Ben, non non tu fais pas et j'ai pris le câble et je l'ai tiré. Il n'y a rien qui se passe.
OK. Alors après, il y a 3 autres réponses. Attends, ne donne pas la réponse. Donc là, alors, qu'est-ce qu'on a comme autre réponse? Donc, on a pas de rupture de service du fait de l'espace prépending. Par contre, la synchronisation entre les firewalls ne sera plus assurée pour les nouvelles règles qui seront mises en place. Oui, mais c'est vraiment ton achat, il est coupé et tu rajoutes des règles. Et déjà, c'est un problème. D'accord? Ah, ouais. Faut Mais commencer par OK. là. c'était la question que je me posais, Driss. Il y a quand même bien de la synchronisation de sessions qui passe sur ce lien. Il Tout à fait. il y a pas juste un BGP. Tu as En fait, les sur le états lien qui passent achat, là-dessus. le lien achat, il n'y a pas de BGP. Je ne peux pas le configurer en BGP. Il n'y a que de l'achat, en fait. D'accord. Donc, C'est c'est un que la synchro. lien niveau 2. C'est un lien niveau 2 qui permet de synchroniser les firewalls, c'est ça, hein? Synchroniser les sessions et rediriger le trafic pour l'histoire de owner de session. D'accord? En cas de coupure. Mais il y a pas de BGP, en fait, sur ce lien-là. D'accord. Mais du coup, euh, c'est vraiment un lien point à point parce que je me disais, est-ce que ta solution peut s'étendre, par exemple, pour faire de l'interconnexion de VRF comme tu aimerais le faire, à l'échelle des continents? Tu vois, mettre un firewall par continent, évidemment passer par de rester dans le continent si c'est possible, et avoir un backup, backuper l'Amérique du Nord par l'Amérique du Sud et l'Europe par l'Asie, etc. Donc, étendre à plus que 2, donc ça, c'est pas possible alors. Moi, je ne suis pas sûr. Je pense qu'on pourrait faire l'achat avec plusieurs équipements parce que ce lien-là, il est point à point, mais il n'est pas forcément. C'est pas un lien direct. On peut modifier pour qu'il soit en fait un lien qui passe par un autre équipement, par un switch ou autre. D'accord? Après, je ne suis pas un expert de firewall actif-actif, mais si on est capable de mettre 3 équipements, voire 4 en mode achat dans ce mode-là, je vois pas un problème technique ou une contrainte technique qui ne le permet pas de faire le achat de 4 et pourquoi pas utiliser 2 firewalls en mode primaire et 2 firewalls en mode backup avec le BGP. D'accord? Mais c'est ce que je ne peux pas répondre, c'est que je ne sais pas, je suis sûr et certain que ce lien achat, on est capable de le faire passer par un switch, d'accord? Ce n'est pas un lien direct, d'accord? Ce n'est pas une fibre noire ou un lien vraiment direct. Ça peut être un autre lien, Lien d'accord? niveau 2. Ouais. Un lien niveau 2. Tout à fait. Même un lien niveau 3. Même un lien niveau 3. Mais nous, on n'a pas choisi le lien niveau 3, mais c'est possible de le faire au niveau 3. Et pour répondre à ta question, Philippe, ouais, à part cette histoire de cluster et la latence, les prérequis de cluster en termes de latence, d'accord? Est-ce qu'on ne peut pas dépasser, par exemple, 50 millisecondes? J'en sais rien. À part ça, je ne vois pas une autre contrainte. Parce que j'ai ce use case chez un gros client et qui a des firewalls effectivement continent par continent et qui n'arrivent pas à les synchroniser entre eux. Et chaque fois qu'il y a un failover, effectivement, toutes les sessions sont coupées. Et je me demandais si ta solution, elle était suffisamment robuste pour étendre le HA sur le répartir entre plusieurs firewalls. En fait, pour moi, ce lien-là, achat, elle sert à quoi? Elle sert à synchroniser les sessions. Mais puisque je fonctionne en mode actif-passif, il ne fonctionnera que j'ai le double pan, Dans ton cas, une oui. panne Dans le mien, je voulais utiliser les firewalls. en mode Ce, qui, actif-actif. ce que le client appelle régionaliser, c'est-à-dire utiliser la plaque Inde pour enfin, les communiquer, les VRF. Effectivement, si c'est d'un site en Inde à un autre site en Inde, je passe par le firewall Inde. D'accord. Pareil pour la Chine. En Europe, j'ai j'ai 2 centres qui sont Paris et Francfort sur ce client, etc. Et évidemment, il veut rester dans la même région tant que c'est possible. Donc, a priori, ça te fait changer ta conf PGP, mais on est d'accord que ta solution va marcher quand même. Simplement, c'est au niveau du maintien des sessions que je me pose la question, quoi. Ouais. En fait, le lien achat, effectivement, il assure la synchronisation des sessions. Donc, dans ce cas-là, effectivement, les sessions qui sont à gauche, bah, elles sont aussi à droite. Elles sont synchronisées. Maintenant, est-ce qu'on rajoute d'autres firewalls? Il faut voir comment tu vas créer en fait un réseau de broadcast pour le lien d'achat. Ça, je ne sais pas répondre. Est-ce que c'est juste euh,
un lien en bus, comme ça, avec un autre firewall, ça permet de synchroniser les sessions de celui-là avec celui qui est à gauche. Ça, je ne sais pas répondre. Il nous faut un expert de firewall, mais moi, je n'ai pas envie de dire le nom de firewall. Donc, c'est compliqué de répondre dans la session. Tu peux, Hicham, me dire les réponses que tu as eues si on perd le lien achat, qu'est-ce qui se passe? Il y avait des réponses Alors, il y a, oui, oui, donc ensuite, il y en a un qui dit avec l'AS Prepend, rien ne va changer normalement. OK. Ensuite, on a une autre réponse. On est en mode passif-actif sur le data plane, donc pas de rupture. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un split brain active-active côté firewall. Par contre, il y aura un impact côté flux vu qu'on maîtrise le trafic. Il n'y aura pas d'impact. OK. Oui, mais donc la même chose. En gros, il n'y a pas d'impact parce qu'on fait de la S-Prepend. Donc, pratiquement, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'impact parce qu'en fait, en data plane, on est en actif-passif. Tout à fait. Il n'y aura pas d'impact. On perd les sessions. Effectivement, on perd la synchronisation de sessions. Mais une fois que tu reconnectes ton achat, tu corriges le problème et tu reconnectes ton achat, les sessions se resynchronisent encore une fois. Et plutôt, si le firewall à gauche, puisque là, dans notre schéma, si le firewall à gauche qui était le primaire, qui va synchroniser ses sessions avec celui de droite, mais vraiment, il n'y a pas d'impact. D'accord? Et ça, c'est un avantage. Ça te permet de limiter le nombre de liens achats. D'accord? On parle d'un schéma, un cluster géographique. Effectivement, si on arrive à réduire le nombre de liens, c'est pas mal, hein, si on arrive à faire ça. Mais puisque dans mon design, c'était à distance, c'était de 20 km et on avait assez de liens, etc., j'ai redondé le achat. Comment j'ai fait? Je vais rentrer un petit peu MPLS, je sors un petit peu du sujet firewalling. J'ai connecté, je vais prendre une autre couleur. J'ai connecté le firewall avec le routeur MPLS, le lien achat, et j'ai utilisé ce qu'on appelle le pseudo-wire. J'ai fait une extension niveau 2. Ceux qui connaissent un petit peu le MPLS, l'extension niveau 2, ils vont savoir de quoi je parle. Donc, j'ai fait en fait un lien niveau 2 qui passe par le réseau MPLS en bas. Donc, je bénéficie en fait des services proposés par le MPLS. Ce n'est pas un VPLS, mais c'est un point-à-point, d'accord? Mais le résultat serait le même. Mais moi, je privilégie en fait un point-à-point parce que le VPLS, il fait passer VPWS. Parce que le MPLS, le VPLS, il fait passer que des Ethernet. Et moi, effectivement, je sais que c'est un port Ethernet, mais après, je ne savais pas les protocoles qui passent à l'intérieur, etc. Je préférais en fait que ce soit un lien qui fait passer tout le trafic sans aucune limitation. Et donc, ça me permet en fait de synchroniser, de redonder mon lien achat. Tu as quand même la limite de MTU, mais visiblement, ton backbone était au-dessus. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est une très bonne question. Je n'avais pas besoin de redonder, d'accord? Mais pour rassurer le client, parce que le client, en fait, c'est, voilà, pendant des années, il utilise des firewalls, de liens achats pour redonder, etc. Quand j'ai présenté un seul lien, même quand j'ai coupé le lien, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'était pas rassuré à 100%. Il m'a dit non, je veux un autre lien. D'accord, comment on va faire? Ben, on va passer par le pseudo-wire au lieu de tirer un lien direct entre les deux sites. Non, je pense que c'est une bonne idée même sur le côté psychologique. Hein. Ça permet de se dire, ça permet de se dire mon lien achat il est redondé, même si on perd ce lien achat, il n'y a pas d'impact. Les firewalls, tu as recyclé les firewalls d'avant ou plutôt tu as changé de gamme de firewall pour arriver à ce résultat? J'ai changé de gamme. Tu as changé Je de ne vais pas gamme. te dire la gamme qui était avant, qui faisait rien Non, du moi je tout, la qui n'était connais. pas capable, qui n'était pas capable de faire pas mal de choses, notamment le BGP. Donc oui, effectivement, c'était un projet de refonte et on est parti vers cette architecture. Ouais. Ok. Donc c'est tout ce qu'il y a comme question. D'accord, s'il n'y a pas d'autres questions. Philippe, de ton côté, tu as des questions? Oui, tu as dit que tu avais cherché en OSPF à le faire marcher avant d'utiliser du BGP. Ouais.
Alors, bon, est-ce que SPF c'est mieux que BGP? Ça, c'est un débat, je ne veux pas rentrer dedans, hein, mais C'est vrai. ce quand tu as dit les problèmes de boucle que tu avais, j'étais quand même assez surpris parce que, bon, tu as bien pensé à utiliser des RNSSA sur les firewalls et pour moi, ça aurait dû bloquer les réannonces. Alors, est-ce que tu penses que c'est un bug dans l'implémentation de l'OSPF du firewall dont on ne dira pas le nom? En fait, Ou je vais essayer de me rappeler. Supposons qu'ici, on avait OSPF, d'accord, au lieu de BGP. Donc, j'avais une session BGP qui descend ici, une autre BGP session. Ça, non, je prends le rouge, d'accord, et là, je dis, bah, c'est l'OSPF R1, d'accord? Et tout ce qui est orange, ah, bah, attendez, je vais essayer de changer de couleur pour que ça soit plus parlant. Donc là, je prends le rose. Donc, supposons ça, c'est OSPF, et ça, c'est R1. D'accord, ROSPF1, et ici j'ai utilisé en fait l'R0, d'accord, pour tout ce qui est orange. Donc ça aussi c'est de OSPF, R0. Donc maintenant, ah, ok. parce que je ne peux pas faire le stub NSSA sur une l'R0, d'accord, On est d'accord. donc j'ai modifié l'R. Donc j'ai commencé par ça. J'essaie de me rappeler en même temps, d'accord, donc j'ai modifié l'R. En fait, ce réseau-là, il m'a lancé que la route par défaut, puisque c'est le réseau qui m'amène vers l'externe, d'accord? C'est là où il y a le firewall public, etc. Et tous ces réseaux, bah, j'étais capable en fait de les rejoindre juste par le 0.0.0.0. J'essaie d'expliquer le problème que j'avais, hein. Donc là, je vais essayer de couper le lien. Là, je coupe ce lien-là. Donc la route par défaut, bah, je vais prendre une autre couleur, c'est le vert. Il Ah oui, descend. comme c'est l'air backbone, elle va être annoncée vers le haut. On Ben est voilà. d'accord. Donc, il descendait comme ça, d'accord? Il remonte vers l'air 1. Là, elle redescend. Et du coup, en fait, mon firewall actif qui avait le chemin coupé, il m'a annoncé la route par défaut ici. Et du coup, tout le trafic qui va vers Internet, il a continué de passer par là. Mais j'avais le control plane, bah, elle avait l'air bien, mais j'avais un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour essayer de bloquer en fait bah, ce que je voulais faire au final, c'était de bloquer en fait l'annonce de cette route. D'accord? Vers l'air 1. La route par défaut. Donc, j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de me rappeler. J'ai configuré l'air 1 en mode stub. Oui, c'est l'air 1 plutôt. Là, oui, attendez. C'est pas ici. Ça, c'est l'air 0. J'ai configuré, lui, en mode stub. J'ai essayé avec le mode stub. Mais le mode stub, je peux pas annoncer la route. Mais bien d'accord, Moi, je peux pas. je- de mémoire, les stubs, etc., c'est uniquement en entrée dans l'air Ah oui, qui c'est t'appartient. NSSA. Oui, c'est NSSA. C'est 0 vers 1 que tu limites. C'est exactement en fait. Mais de 1 vers 0, ça ne change rien, si je me souviens bien. Oui, oui, tout à fait. Donc là, je suis sur le 1, donc c'était en mode NSSA. Mais est-ce que supprimer l'air 0, ça ne résolvait pas ton problème? Ben non, j'ai utilisé en fait 2R, mais j'avais un Ouais, problème au niveau. J'avais le R1 et le R2 ici, d'accord? Et je disais en fait, je l'ai configuré une, je l'ai configuré en mode NSSA et l'autre en mode stub pour qu'il ne reçoive pas les routes externes, d'accord? Mais mon firewall, il ne supporte pas le stub normal et il supporte le stub non Samari. Et du coup, il m'a lancé la route par défaut en interne. ok, donc ouais, c'est peut-être plus une limitation du firewall Tout à fait. Mais en fait, qu'une limitation au SPF. mais si tu veux, si j'étais capable d'utiliser l'OSPF ici, j'aurais pas ce problème. Parce que même si le 00 arrive par là, bah, j'utilise ce lien-là et je passe. Mais j'avais ce problème en fait de firewall à firewall. Si le firewall traverse, si un flux traverse le firewall deux fois, ça posait un problème et ce lien-là, il ne supporte pas l'OSPF. C'était vraiment
C'était vraiment un cas spécial. Mais effectivement, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait une limitation au niveau du firewall qu'il m'a lancé en fait Stab No Samari. C'est-à-dire qu'il m'a lancé la route par défaut. Quand je lui ai dit, en fait, tu n'annonces que les routes LSA 3. Et c'est porté pas ça, en fait. Pourquoi 2R? C'était pour corriger le problème de boucle qu'on avait en fait dans ce schéma-là. C'était le problème de la route qui boucle. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Et pouvoir positionner les R dans des modes NSSA. Parce que si on gardait les R0, R0 il ne supporte pas le mode NSSA, il ne supporte pas le mode stub. Donc, ce n'était pas possible. Donc, ça, c'est pour répondre à une question qui a été posée dans le chat. Donc, c'est pour ça, en fait, on a essayé de faire deux R. Et si on essaye de faire les deux réseaux externes dans un autre R qui n'est pas le R0, les routes en fait au sein de la même R, tu ne peux pas les filtrer. J'avais même pensé en fait à faire bloquer le LSA 3, mais à un moment donné, j'ai découvert que j'ai commencé à complexifier l'architecture, même pour moi, d'accord. Et j'ai décidé en fait de prendre des reculs et je disais peut-être que c'est pas le meilleur protocole qui va servir. Effectivement, le client il le maîtrise moins le BGP, mais si je commence à faire l'OSPF avec des LSA filtering, avec des NSSA, etc., je pense que je construirai une usine à gaz et que le client ne sera pas capable de diagnostiquer s'il y a un problème. UGRP, une bonne question. Mais le firewall, je ne savais pas s'il le supportait. Il fallait que je check. Je parle que le EGRP maintenant est un standard. Hein. Si tu essayes de me piéger, c'est pas gagné. C'est un standard. Implémentation open source. Ouais. Un standard implémenté par Cisco. Essentiellement. Le downbit ne résout pas le problème parce qu'en fait, entre le firewall et les réseaux externes, c'était pas de MPLS. Le downbit, si je me rappelle bien, elle est utilisée en fait quand on a des MPLS. Et ça, effectivement, ça pourrait corriger le problème. Mais le downbit, en fait, dans un réseau OSPF traditionnel, à ma connaissance, il ne va pas nous aider. J'essaie de me rappeler, en fait, des connaissances de downbit d'OSPF. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, tu m'impressionnes. Hein. Effectivement, je me souviens que ça sert pour, dans l'OSPF utilisé comme protocole CEPE pour éviter les boucles, mais est-ce que c'est utilisé dans un autre contexte? J'aurais pu peut-être utiliser, mettre les subnets dans une VRF pour faire croire au firewall, mais c'est le firewall qui doit envoyer le downbit, donc c'était pas gagné. Ouais. Le firewall ne supporte pas les VRF, il ne supporte pas le MPLS, donc je ne peux pas le faire croire que tu es un routeur MPLS. Mais c'est une bonne question. Il suffit qu'il supporte les fonctions CE et donc qu'il supporte les extensions d'OSPF comme protocole CEPE. Il n'y a pas besoin qu'il supporte MPLS, c'est vrai. Oui. Mais bon, franchement, comme tu dis, il y a un moment, il ne faut pas faire trop de... Oui, c'est une très bonne question, mais effectivement... Je pense que l'implémentation en BGP est tout à fait justifiée quand tu nous dis les problèmes que tu as. Mais ce sont des bonnes questions. J'avoue, effectivement, de parler de downbit, chapeau, effectivement, c'est une bonne solution, mais j'aurais pu configurer les routeurs, en fait, ou les switches, parce que c'est de les faire croire en mettant juste des VRF et mettre toute l'air dans la VRF, il va croire que c'est un CE qui fait un CEPE et peut-être qu'il fonctionne avec l'histoire avec le downbit. Mais je ne suis pas allé plus loin. Sincèrement, à un moment donné, je me suis dit, non, on va arrêter de faire des bêtises. Ce n'est pas un lab CCE que je suis en train de faire, mais c'est quelque chose qui va partir dans la prod. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution. Quand vous parliez, j'ai pas pu intervenir, BFD, etc. Est-ce que tu as mis en place, donc tu avais évoqué le problème de SFP, est-ce que tu as mis en place la détection unilatérale de panne pour voir s'il y a une seule fibre qui est coupée ou quelque chose comme ça? Le UDLD, c'est ça? UDLD, oui, je me souvenais plus le nom. Non, sincèrement, je ne l'ai pas implémenté, mais ouais, peut-être que ça résout quelques problèmes, effectivement,
quelques réseaux de panne, mais en sens général, le problème UDLD, il arrive pas souvent. Et si vraiment il arrive, bah, je vais attendre 30 secondes, je pense, pour l'équipe live, voire 90, 180 secondes, c'est ça pour le dead, le Non, dead par défaut, ouais. par défaut. Par défaut, c'est 180, ouais, le Ouais, dead. Et 180. et d'ailleurs, tu l'as réduit? Tu l'as passé à Je l'ai 10-30? réduit, je l'ai réduit, non, je l'ai réduit en fait à 5,15, je pense. 5-15, ok. Donc, au pire des cas, c'est 15 secondes. Voilà. Mais effectivement, Co- j'aurais pu utiliser le protocole IDLD, mais je pense pas qu'il était supporté par le firewall. Non, non, et puis il faut faire attention avec le DLD. Quand c'est deux constructeurs différents, des fois, ça fait des dégâts. Parce que, parce que je ne sais pas si le firewall déjà supporte le DLD. Et même des fois, quand c'est supporté, des fois, voilà, enfin, quand il y a plusieurs constructeurs, ça peut créer des fausses positifs. Ouais. Et puis à nouveau, rajouter un protocole, il faut Et toujours puis se à nouveau, demander si ajouter un c'est protocole. pertinent. Mais C'est vrai. Il y a une petite question de Walid. Je ne suis pas trop firewall. Est-ce que configurer le Ouais, firewall mode mode transparent est transparent. faisable dans ce design? Oui, on s'est posé la question de configurer le firewall mode transparent, mais on voulait en fait qu'il fasse du routage inter-VRF. Donc, ce n'était pas possible dans notre condition. Dans notre Hmm. cas, effectivement, mais oui, c'est pas mal si tu prends le firewall et tu veux juste filtrer le trafic nord-sud, d'accord? Trafic entrant, sortant. Après, avec le mode transparent, il y a beaucoup de limitations, d'accord? Je sais pas, j'ai pas la liste exhaustive, mais on avait pas mal de limitations. Donc, et on a essayé de faire ce scénario-là. Donc, c'était pour le routage inter-VRF qu'on est parti dans ce scénario-là et on a écarté le mode transparent. Une question qui n'était pas posée. Le fonctionnement de firewall dans ce schéma-là ne supporte pas que les firewalls portent une gateway. Donc, si vous avez demain, vous voulez faire ce scénario-là pour une raison X ou Y, d'accord? Il ne faut pas que le firewall soit les gateways pour un réseau, d'accord? Moi, j'avais besoin pour des services qui étaient en fait connectés dans les réseaux externes. Là, je peux le schématiser comme un switch. J'avais des VLAN ici. J'avais des VLAN au niveau de ce switch-là. Et il fallait en fait que j'arrive aussi à les filtrer par ce firewall. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé ce qu'on appelle des VRF. D'accord? Donc, j'ai créé des VRF et des intercos. Les intercos, c'est comme la solution en bas. Donc, chaque VLAN, je l'ai positionné dans une VRF. Chaque VLAN, il est dans une VRF. Et pour communiquer ces deux VLAN-là, je traverse le firewall. Donc, il y avait en fait une interco avec le firewall dans la VRF donnée. Là, pour le coup, j'utilisais aussi de BGP et la communication inter-VLAN, elle passe comme ça. Maintenant, le schéma il est plus lisible. Et voilà le principe. Donc, il faut toujours garder la passerelle quelque part ailleurs, à l'extérieur. Mais si tu cherches toujours à faire le filtrage, bah, pense à utiliser des VRF. Mais le firewall ne pourra jamais être ta passerelle par défaut pour un VLAN ou par un service. Il n'est pas supporté. Et je passe sur un autre schéma un schéma propre. J'ai bien fait en fait de faire copier-coller des schémas parce que je savais que je vais écrire et à un moment donné, ça serait plus lisible. Entre le firewall et les autres équipements, du LACP a été mis en place pour le sécuriser. Non, il faut penser en fait que quand on peut faire du BGP, du routage, on n'a plus besoin de LACP. Forcément, pourquoi je ferais de LACP si je peux faire assurer la redondance avec des protocoles de routage? D'accord? Ici, déjà, je ne peux pas faire des LACP parce que je suis connecté sur deux équipements différents. Ça, c'est du 1. D'accord? Même si cette solution est supportée, si je suis capable de faire du routage niveau 3, ici, pourquoi je m'embêterais à rajouter en fait les LACP? Qu'est-ce qui va me ramener de plus? Parce que là, mon design, c'est une architecture niveau 3, ce n'est pas une architecture niveau 2. Ça change. Non, je pense que la question, tu sais, tes liens de firewall à réseau externe, est-ce que c'est un seul lien ou deux liens? Ah, on Enfin, parle de ça? voilà. Donc là, c'est plus pour ajouter de la capacité, redonder les liens physiquement, on va dire. Oui, C'est pas le. Ouais. ouais, d'accord. Désolé, hein, j'ai mal compris, mais effectivement, j'ai pas rajouté de lien parce que j'avais pas besoin.
et les liens étaient assez suffisants dans mon scénario. Mais bon, ça n'empêche pas. Par contre, si tu veux rajouter ton lien parce qu'il n'est pas capacitaire, pense à rajouter les liens de deux côtés pour ne pas tomber ou jouer sur les métriques. Pour ne pas tomber dans un scénario où tu rajoutes des liens et que ce lien-là, il devient plus préférable parce qu'en fait, on a des métriques. Mais je pense BGP, ça ne pose pas de problème. Il ne regarde pas, la bande passante du lien pour appliquer la métrique. Mais pour d'autres protocoles, si. Donc, l'idéal, c'est que quand tu rajoutes un lien ici, bah, pense à rajouter un lien de l'autre côté. Que ce soit vraiment une solution symétrique en termes de, en termes de métrique des protocoles de routage. J'espère que j'étais clair. Parce qu'il y en a des protocoles de routage où quand tu configures un seul lien, la métrique il est à 5, mais quand tu mets deux liens avec un port channel, il devient à 1. J'exagère, d'accord? Avec ça, ça risque, si tu ne fais pas trop gaffe, d'influencer le trafic en interne, de passer par ce lien-là, même si c'est le lien secondaire. Ça vous paraît clair, monsieur? Non, Je très parle bien. à Hicham et à... Non, très bien, très bien. Non, c'est très clair. Tu as mis le même AS sur tes deux firewalls. Est-ce que, si je comprends ta solution, ça marchait pareil si tu avais un AS différent, non? Pas forcément, parce Non. que si on parle de la boucle, Ouais, j'avais là, il n'y a pas expliqué de tout à mécanisme. l'heure, si je coupe ce lien-là, la route, il descend ici, il remonte, il descend, et si les firewalls ne sont pas dans la même AS, il ne sera pas bloqué. Exact. Donc, effectivement, le choix de le mettre dans la même AS, c'était un choix parce que j'essaie de résoudre un problème. Mm. C'est bon? Je pense c'est déjà 19h20. La session, on a prévu pour cette session 1h30. Donc, il nous reste 2 minutes pour si vous avez des questions. Et vous nous dites aussi si vous voulez voir des scénarios de ce type pour nos prochaines webinaires. Vous répondez oui, ça vous intéresse et je vais essayer de voir avec Hicham et même avec Philippe parce que je sais que Philippe aussi a fait des scénarios qui sont sur mesure, qui sont impressionnants pour qu'il vienne parler de ça dans nos webinaires. Oui, et puis même si vous avez des scénarios sur mesure que vous voulez présenter, ben, vous pouvez nous contacter aussi et puis on regarde le scénario et puis on peut voir si on peut organiser la session et puis vous présenter le scénario. Avec plaisir. S'il y a quelqu'un, effectivement, il a un scénario sur mesure, une architecture sur mesure qu'on ne voit pas souvent, il pourra en fait la postuler à moi, à Hicham et même à Philippe. On va essayer de voir et on pourra vous inviter à venir parler de ce scénario-là. Et Vous c'est une présenter. discussion, ouais, c'est une discussion spontanée. On n'est pas là pour piéger les gens. Même moi, ici, dans ce scénario-là, s'il y avait des questions que je sais que j'ai pas de réponse, je répondrai non, je ne sais pas la réponse. Le but, c'est qu'on arrive à échanger, on arrive en fait à tous monter en compétence et à voir en fait d'autres avis. Et l'avis en fait de Downbeat, ça m'intéresse. Je vais essayer de creuser un petit peu parce que c'est, je l'implémenterai jamais, mais bon, c'est pour un lab CCE, c'est pas mal. Je pense qu'il y a plus de questions. Hicham, Donc, ouais, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. En tout cas, merci à tous pour la participation. Puis les questions, elles étaient très intéressantes. Donc voilà, restez connectés. Puis s'il y a un nouveau webinaire, ben, on fera le nécessaire dans les réseaux sociaux afin d'organiser une session spécifique. merci. Ah Au bah, revoir. merci surtout à vous deux, hein, Driss. C'était vraiment super intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses. J'espère que tout le monde pareil. Très bien. Très bien. Merci. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.